Je vous remercie déjà d'assister à cette première édition du premier webinaire d'actualité de droit social actualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romane Fateh qui déroulera 4 sujets avec nous. Nous allons y revenir. Alors, je vous présenterai déjà le projet Droit Social Actu. Je me prénomme Brice Matter et je vous propose ce projet de Droit Social Actu qui est partie d'un ensemble de médias en ligne qui se prénomme Nouveaux Médias. Le but, c'est de développer des comptes spécialisés et de manière plus ludique en invitant des experts à s'exprimer sur des sujets. Aujourd'hui, Nouveaux Médias, c'est 4 verticales en droit. Droit social, droit du numérique, propriété intellectuelle et droit de la famille. Le but, donc, c'est de développer des audiences spécialisées pour que le contenu ne s'adresse vraiment qu'à vous. Vous verrez sur ces comptes des textes, des slides, des vidéos, des podcasts et des événements qui regroupent tout ça. Alors, maintenant, je vais laisser Maître Fateh se présenter. Oui, alors bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Donc, je me présente rapidement, Romane Fateh, donc je suis avocat en droit social. Je suis titulaire d'une licence et d'un master en droit du travail et protection sociale de l'Université de Lorraine à Nancy. J'ai été formée à l'école des avocats à Paris et dans des cabinets de grande envergure comme Fidal, LPA, CGR notamment. J'ai fait une première collaboration en droit social au sein du cabinet EY ou Ernst Young à Paris et je suis désormais en droit social au cabinet Fidal à Metz. J'interviens en droit du travail tant en conseil qu'en contentieux auprès des entreprises employeurs. Et voilà, j'anime diverses formations en droit social et je publie également régulièrement de l'actualité sur ma page LinkedIn. Merci, Maître Fateh. Donc aujourd'hui, nous allons développer 4 sujets avec vous. Le premier sur l'arrêt de travail et la déloyauté du salarié. Le deuxième sur la présomption de démission en cas d'abandon de poste. Le troisième sur le renouvellement de la période d'essai. Et le quatrième sur la vidéosurveillance et la preuve illicite. Alors, premier arrêt qu'on a pu évoquer ici dans nos nombreux articles, c'est celui de l'arrêt de travail et la déloyauté du salarié avec un champion de badminton. Avec cet arrêt du 1er février de cette année. Alors, est-ce que, Maître Pathet, vous pouvez revenir sur cet arrêt et ce champion de badminton et les problèmes que ça posait? Oui, alors dans les faits, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est plutôt rigolo. Le salarié a été licencié car il a participé à pas moins de 14 compétitions de badminton au cours de 5 arrêts de travail qui lui avaient été prescrits sur une durée globale d'à peu près 1 an entre octobre 2016 et novembre 2017. Et il faut aussi préciser que le salarié en question était en arrêt de travail, notamment en raison de douleurs au poignet, de douleurs au bras et au cou. L'employeur a eu connaissance donc, de ces 14 compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail et a décidé de le licencier pour faute grave. Le salarié a ensuite saisi le conseil de prud'homme pour contester son licenciement et le conseil de prud'homme a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse car l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de ces 14 compétitions de badminton. C'est une jurisprudence assez constante en la matière pour ce qui est des arrêts de travail, car en arrêt de travail, en fait, le contrat de travail et les obligations des parties sont suspendues. Le salarié reste tenu d'une obligation de loyauté. Et en fait, c'est seulement la déloyauté pendant l'arrêt de travail qui peut autoriser l'employeur à licencier le salarié pour faute grave pendant un arrêt de travail.
Et il est établi depuis assez longtemps par la jurisprudence qu'au cours d'un arrêt maladie, le salarié est parfaitement libre en fait, d'avoir toute activité qui entre dans le champ de sa vie personnelle, que ce soit des loisirs ou encore des activités bénévoles, salariées, etc. On a de nombreuses décisions de la Cour de cassation qui ont été rendues dans ce sens. Et qui considère que licencier un salarié pour faute dans ces cas-là équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par exemple, un salarié qui à plusieurs reprises était le dimanche matin sur une brocante ne peut pas être licencié pour faute grave, y compris un salarié qui part en voyage à l'étranger pendant un arrêt de travail, ou encore même un salarié qui travaille dans une autre entreprise pendant son arrêt de travail ne peut pas être licencié pour faute grave dès lors que l'activité qu'il exerce dans cette autre entreprise n'est pas une activité directement concurrente à celle de l'employeur. Donc en fait, c'est une véritable distinction qu'il faut opérer entre l'obligation de loyauté que le salarié a envers son entreprise et les obligations qu'il a vis-à-vis de la sécurité sociale. Seulement, la sécurité sociale peut sanctionner le salarié au cours des arrêts de travail s'il ne respecte pas les obligations de sortie, enfin les obligations qu'il a vis-à-vis de la sécurité sociale, les heures de sortie, etc. Et là, la sécurité sociale peut sanctionner en suspendant le versement des indemnités journalières. Mais l'employeur ne peut en aucun cas licencier pour faute grave un salarié dans de telles situations. Et est-ce que vous pourriez revenir sur l'activité concurrente, sur le préjudice et l'activité concurrente? Oui, alors en fait, la notion de préjudice, vraiment, quand le salarié sera en arrêt de travail, c'est vraiment il faut que l'activité exercée par le salarié soit directement concurrente à celle de l'entreprise. Et en fait, là, dans les faits de l'espèce, l'employeur, pour invoquer son préjudice, il disait qu'il maintenait le salaire à 100% du salarié pendant l'arrêt de travail et que ça lui causait nécessairement un préjudice. Et la Cour de cassation l'avait déjà jugé et est revenue le juger aujourd'hui, enfin, dans l'arrêt du 1er février. Et le seul maintien du salaire à 100% par l'employeur pendant l'arrêt de travail ne cause pas un préjudice à l'employeur permettant de caractériser une déloyauté et donc de licencier le salarié pour faute grave. La Cour de cassation, elle a aussi rappelé que l'employeur aurait pu démontrer et rapporter la preuve que les compétitions de badminton auraient aggravé l'état de santé du salarié et donc éventuellement prolongé ses arrêts de travail. Mais en l'espèce, l'employeur ne rapportait pas une telle preuve et donc ne caractérisait toujours pas de préjudice qu'il aurait subi. Et donc la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel qui considérait que le licenciement était bien sans cause réelle et sérieuse. Alors déjà, à ce stade, est-ce que quelqu'un ici a une question? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que quelqu'un voudrait faire part d'une remarque? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, je présume que c'est oui. Vous pouvez, si vous souhaitez vous exprimer, vous pouvez écrire dans la section « Discuter » en bas. Donc, les recommandations que vous pourriez faire, Maître Fater, dans ce domaine. Oui, bah, en fait, les recommandations, c'est vrai que c'est toujours très délicat la période où le salarié est en arrêt de travail et de nombreux employeurs s'offusquent souvent hein, de ce qu'un salarié peut faire quand il est en arrêt de travail en disant mais il est parti en vacances, mais il poste des trucs sur Facebook. Enfin, voilà, il y a beaucoup de situations qui sont très compliquées à gérer pour les employeurs, mais il faut vraiment pas perdre à l'esprit que licencier un salarié pour faute grave pour ces faits-là, pendant un arrêt de travail, ça n'est pas possible. Vraiment, il faut vraiment apprécier la situation in concreto à chaque fois. Et en fait, ce qu'on recommande, ce sera plutôt de solliciter une contre-expertise médicale, une contre-visite médicale, pour établir que l'arrêt de travail dont bénéficie le salarié est un arrêt de pure complaisance. Et seulement dans ce cas-là, ça permettra à l'employeur de cesser de verser le maintien de salaire en complément des enfin des indemnités journalières de la sécurité sociale. Et voilà, c'est à peu près la seule chose qui est à la portée de l'employeur et qui n'est pas trop risquée. Ok, merci. Alors, c'est clair pour Valérie et Laura, c'est bien noté. Si quelqu'un a une autre question, une remarque à
à partager ici. Eh bien, nous avançons. Vous pourrez poser encore vos questions à la toute fin du webinaire. Alors, le second sujet qui est d'une actualité brûlante, avec le décret d'application publié il y a 2 jours, c'est la présomption de démission en cas d'abandon de poste. Alors déjà, Maître Fatet, est-ce que vous pourriez revenir sur le cadre de ces nouvelles dispositions? Oui, alors en effet, ça a fait couler beaucoup d'encre depuis la loi qui est parue le 21 décembre 2022, dite loi marché du travail, qui a créé en fait notamment un nouvel article dans le Code du travail, l'article L1237-1-1, qui prévoit un nouveau dispositif de présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire. C'est-à-dire que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne le reprend pas après avoir été mis en demeure par son employeur de justifier de son absence et de reprendre son poste est présumé avoir démissionné à l'expiration d'un certain délai. Par la suite, le salarié qui contesterait la rupture de son contrat de travail sur ce fondement pourra saisir le conseil de prud'homme qui statuera dans un délai d'1 mois. Donc, en fait, c'est une nouvelle procédure qui a été créée non pas en faveur des employeurs, mais plutôt dans un souci de protection des fonds publics, parce qu'en fait, les conséquences de cette présomption de démission sont de priver le salarié des allocations chômage, ce qui n'est pas le cas à la suite d'un licenciement. Et là, on peut rappeler le chiffre de la DARES, qui était de 123 000 abandons de postes au premier semestre 2022. Donc, c'est un chiffre qui a souvent été invoqué pour justifier le besoin d'évolutions législatives, et notamment en faveur des comptes publics, comme vous venez de le rappeler. Oui, c'est ça, et ça a accompagné notamment la réforme actuelle de l'assurance chômage. Le but est vraiment de recadrer tout ça, toutes les allocations chômage que peuvent percevoir les salariés. Et donc, pour vraiment justifier la création de ce nouveau dispositif, la DARES a publié donc le 22 février, comme vous l'avez dit, une étude. Et en fait, on a pu se rendre compte qu'en 2022, 70% des licenciements qui étaient prononcés pour faute grave étaient motivés par un abandon de poste. Donc en fait, ça représente vraiment énormément de licenciements. Et dans 94% des cas, ces abandons de poste étaient définitifs et 55% des personnes s'inscrivaient par la suite à Pôle emploi. Et en fait, le gouvernement a voulu donc priver les salariés qui quittent volontairement leur poste des indemnités chômage. Parce que, en fait, à la base, normalement, les salariés qui veulent quitter leur poste tentent une rupture conventionnelle avec l'employeur pour essayer de percevoir les indemnités de rupture du contrat de travail et également par la suite les allocations chômage. Mais lorsque l'employeur refusait la rupture conventionnelle, le salarié quittait son poste, ça lui permettait d'être licencié et en étant licencié, il pouvait percevoir les allocations chômage, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il démissionnait. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi le grand nombre d'abandons de poste qu'il y a eu. Merci. Alors, quelles recommandations vous pourriez faire en la matière? Alors, le décret qui est paru donc le 18 avril au journal officiel et qui est entré en vigueur seulement hier, a créé donc un nouvel article R1237-13 sur les conditions de mise en œuvre et les conditions de mise en œuvre à respecter pour ce dispositif. Et il faut notamment une mise en demeure par lettre recommandée ou avec accusé de réception pour mettre en demeure le salarié de justifier de son absence et de reprendre son poste dans un délai minimal de 15 jours. Sur le délai minimal de 15 jours, il n'est pas précisé si c'est 15 jours calendaires ou 15 jours ouvrables. Le question-réponse du ministère du Travail ne le précise pas non plus. Dans un souci d'efficacité et pour éviter tout risque, on conseillera de respecter un délai de 15 jours ouvrables, enfin le plus long possible pour éviter toute contestation. Et après, par la suite, le décret prévoit aussi que le salarié peut se prévaloir d'un motif légitime qui ferait alors obstacle à la présomption de démission.
Et là, il fixe une liste non exhaustive de motifs légitimes qui seraient notamment les raisons médicales, l'exercice du droit de retrait, l'exercice du droit de grève ou encore refuser d'exécuter une instruction qui résulterait d'une modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Tout en sachant également que même si le salarié ne répond pas à la mise en demeure, ne reprend pas son poste et ne justifie pas d'un motif légitime, l'employeur qui rompra du coup le contrat de travail par la suite du salarié ne sera toujours pas à l'abri dès lors qu'il est prévu que le salarié pourra contester cette rupture devant le conseil de prud'homme. Et là, ça engendrera encore plus de risques pour l'employeur, car le salarié qui contestera devant le conseil de prud'homme sera amené à invoquer tout un tas de manquements ou de reproches vis-à-vis de son employeur qui justifieraient qu'il ait abandonné son poste. Et là, après, ça sera la procédure judiciaire qui suivra son cours, mais ce sera d'autant plus de risques pour les employeurs. Donc, en fait, ce nouveau dispositif nous semblait beaucoup plus risqué pour les employeurs que la procédure habituelle de licenciement pour faute à la suite d'un abandon de poste. Et on s'était dit, bon, bah, on continue sur la voie normale qu'on a toujours utilisée, le licenciement pour faute grave. Le salarié, en général, ne conteste pas ce licenciement parce que c'est ce qu'il voulait, quitter son travail, mais bénéficier du chômage. Et en fait, là, le ministère du Travail a publié un question-réponse donc, il y a 2 jours sur son site et précise que l'employeur n'a plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute dans le cas d'un abandon de poste. Et il précise également que dans le cas où l'employeur ne souhaiterait pas utiliser ce nouveau dispositif de présomption de démission, il devra alors traiter l'absence en absence injustifiée et ne pas verser la rémunération au salarié, mais le garder dans ses effectifs. Donc là, ça a un peu remué la toile, si je peux me permettre, à savoir, est-ce que ça va être un dispositif obligatoire? Est-ce qu'on pourra quand même continuer à licencier pour faute ou non? Tout en rappelant que, en tout état de cause, le question-réponse du ministère du Travail n'a pas de valeur juridique contraignante. Donc, ce n'est pas parce qu'ils disent que l'employeur n'a plus vocation à licencier pour faute grave qu'il ne sera plus possible de le faire. Dans le texte qui est inscrit dans le Code du travail, rien ne semble non plus imposer à l'employeur d'utiliser forcément ce dispositif en cas d'abandon de poste. Donc, il semble que ce soit plutôt une incitation plus qu'une obligation envers les employeurs. Mais voilà, vraiment, la conclusion, c'est d'apprécier vraiment chaque situation in concreto, la situation de l'abandon de poste et être très vigilant quant à l'utilisation de cette présomption de démission. Merci. Alors, Laura pose une question. La foire aux questions du ministère ne fait pas non plus référence aux procédures en cours, anciennement abandon de poste. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Par rapport aux procédures en cours, attendez, Si je peux intervenir, bonjour maître. Bonjour. C'est plus la position que nous, on doit avoir en qualité d'employeur sur les procédures en cours. Je m'explique. Ma collègue, par exemple, a un cas d'abandon de poste qui n'a pas été forcément matérialisé par une première mise en demeure. Donc, on s'est simplement dit voilà, qu'on allait se positionner sur l'application de la nouvelle règle, pas de souci. Mais par exemple, moi, j'ai un cas où j'ai un salarié qui a abandonné son poste. On est au stade de la convocation. Elle a été convoquée, sauf que l'entretien aura lieu le 24. Donc, est-ce qu'on se dit que comme c'est matérialisé par une convocation, on va jusqu'au bout du licenciement pour faute, ou on se dit que tiens, l'entretien n'a pas eu lieu et on retombe sous le coup du nouveau décret. Alors après, comme je l'ai dit, il faut vraiment apprécier chaque situation in concreto. Là, en l'espèce, vous me dites que la procédure de licenciement a déjà commencé à être engagée. Donc, Oui. à mon sens, rien ne fait obstacle à ce qu'on poursuive la procédure justement qui est engagée. Et dans tous les cas aussi, ce qu'on se disait, même s'ils inciteraient, il semblerait qu'ils essaient
de rendre cette nouvelle procédure, entre guillemets, obligatoire, on se demande aussi quels seraient leurs moyens de contrôler en fait un licenciement pour abandon de poste, parce que, enfin voilà, pour le moment, personne ne peut contrôler le licenciement s'il a été prononcé pour faute, une faute disciplinaire ou pour un abandon de poste. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de risque en fait, hein. D'accord, ok, très bien. Merci. Alors, il y a une question sur la question-réponse, la foire aux questions du ministère qui parle de 15 jours ouvrables et à compter de la présentation ou de la remise du courrier de mise en demeure. Je ne suis pas sûre que ce soit une question, c'est pas une affirmation plutôt. Ah, c'est à préciser. C'est une remarque hein, ou c'était une Ah, question? parce que oui, j'ai parlé du délai de 15 jours en disant qu'il n'était pas précisé que ce soit ouvrable ou calendaire, mais alors a priori, ça a été précisé par le... Une remarque, ok. Et non ouvrable du QR. Non, partie 2 du QR, 15 Dans la, jours. dans la FAQ, c'est pas précisé, hein, ouvrable ou calendaire. Bah, moi, à ma connaissance, quand je l'ai lu le 18, c'était pas... Enfin, il me semblait pas que c'était précisé. Pour moi non plus, je l'avais encore lu ce matin, mais C'est bien précisé calendaire. Bon, bah, voilà, il faudra peut-être s'en remettre à l'actualisation du question-réponse, mais j'avais pas connaissance de ouvrable ou calendaire. Mais d'accord, je prends note. Est-ce qu'il y a encore une remarque ou une question que vous souhaiteriez porter ici? Et c'est vrai que c'est peut-être plus simple, si vous voulez vous exprimer, vous pouvez le faire directement en audio, ça sera peut-être plus simple aussi. Évidemment, tant qu'on ne prend pas trop de temps. Alors, qu'en est-il des salariés protégés? Demande Colella. Eh ben, c'est justement une des nombreuses interrogations, hein, les salariés protégés, parce qu'en fait, il faut normalement une autorisation de l'inspection du travail pour pouvoir rompre le contrat. Et en fait, ça fait partie des interrogations que tout le monde se pose, voilà, par rapport aux salariés protégés. Il y a aussi des questions pour le préavis, hein, parce que je rappelle, en cas de démission, le salarié est quand même tenu d'exécuter un préavis. Et s'il ne l'exécute pas, l'employeur peut alors réclamer une indemnité compensatrice pour ce préavis non exécuté. Et là, c'est pareil, en fait, on ne sait pas ce qu'il en est, comment l'employeur pourra réclamer ce préavis. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Il y a beaucoup de flou, en fait, et c'est pour ça que bah, voilà, le décret est paru seulement il y a 2 jours, il est rentré en vigueur hier et en fait, il y a énormément de questions qui se posent et c'est pour ça que ça crée beaucoup d'insécurité, hein. Ah oui, doit-on déporter la date de fin de contrat à la fin du préavis du Oui, salarié? oui, parce que dans tous les cas, hein, c'est la démission, elle prend en compte le préavis et bah après, faudra voir s'il le considère comme non exécuté ou comme comme si l'employeur autorise le salarié de ne pas l'exécuter. Ça dépendra vraiment des conditions à l'espèce. Ok, écoutez, on va avancer. Vous pourrez poser de dernières questions en toute fin. Voilà, merci à Maître Fatet. Ensuite, un autre sujet, renouvellement de la période d'essai. Alors ici, nous allons évoquer un arrêt du 25 janvier avec des faits que vous allez nous dérouler, Maître Fatet. Oui, alors en fait, cet arrêt du 25 janvier, c'était l'occasion de revenir sur les règles très strictes qui encadrent la période d'essai et notamment les règles de son renouvellement. Donc voilà, pour rappel, il y a vraiment des règles à respecter, à défaut de quoi le renouvellement ne serait pas valable et donc l'embauche du salarié serait définitive. Alors ces règles sont que la période d'essai ne peut être renouvelée qu'une seule fois. La possibilité du renouvellement doit obligatoirement à la fois être prévue par l'accord de branche étendu et par le contrat de travail. La durée du renouvellement et les conditions de son renouvellement sont également précisées dans la convention collective. Et l'employeur doit recueillir
expressément avant l'échéance de la période initiale de la période d'essai, l'accord exprès et non équivoque du salarié quant au renouvellement de la période d'essai. Et en fait, si ces règles ne sont pas respectées, donc comme je l'ai dit, le renouvellement ne sera pas valable. Dans cet arrêt de la Cour de cassation, c'est un rappel en fait sur ce qu'est l'accord exprès et non équivoque du salarié. La jurisprudence, elle est constante sur ce point-là et elle considère que l'accord non équivoque du salarié ne se déduit pas de la seule signature sur un document établi par l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur qui va proposer avant l'échéance de la période d'essai initiale au salarié de renouveler sa période d'essai, en général, lui présente une lettre de renouvellement. Si le salarié appose simplement sa signature, ça ne vaut pas accord exprès et non équivoque, et donc il n'y a pas de renouvellement valable de la période d'essai. La jurisprudence a cadré cette signature sur le courrier et a considéré qu'il fallait la signature, mais également la mention manuscrite, lue et approuvée, pour vraiment caractériser cette volonté claire du salarié de renouveler la période d'essai. Et là, en fait, les faits dans cet arrêt, ils sont encore une fois assez rigolos parce qu'en fait, c'était un salarié qui a été engagé en tant que directeur des ressources humaines. Donc, en fait, il était a priori particulièrement au fait de ces jurisprudences. Et donc, il a été embauché en CDI avec une période d'essai de 3 mois renouvelable. L'employeur a soumis au salarié une lettre de renouvellement de sa période d'essai et le salarié, assez malin, a simplement apposé sa signature sur le courrier. Par la suite, la société a rompu la période d'essai et le salarié a saisi le conseil de prud'homme en estimant que la rupture de la période d'essai n'était pas libre et il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'avait pas accepté de façon claire et non équivoque le renouvellement de sa période d'essai et donc l'employeur ne pouvait pas la rompre librement. Et donc, le salarié s'était dit, bingo, la jurisprudence, elle est claire, si je n'ai pas mis la mention, il n'y a pas de renouvellement. Et en fait, cet arrêt, il est intéressant parce qu'il vient un tout petit peu élargir les possibilités pour l'employeur de rapporter la preuve de l'accord exprès et non équivoque du salarié. Et la Cour de cassation considère que si le salarié a simplement apposé sa signature, on peut quand même rapporter la preuve de sa volonté claire et non équivoque par d'autres éléments. On peut la caractériser, notamment, là en l'espèce, c'était des courriels du salarié, des courriels qu'il envoyait à des recruteurs où il écrivait expressément que sa période d'essai avait été renouvelée, qu'il était en recherche d'emploi, etc. Et en fait, la Cour de cassation a admis que l'employeur rapporte d'autres éléments pour prouver qu'en plus de la signature, la volonté était bien présente et donc le renouvellement de la période d'essai avait bien eu lieu. Dès lors que le renouvellement de la période d'essai avait bien eu lieu, l'employeur pouvait librement la rompre et n'avait pas à verser d'indemnité de licenciement aux salariés. Donc ça, c'est vraiment... c'est vraiment le point sur lequel il faut être vigilant, c'est vraiment le respect des conditions de validité de la période d'essai et les conditions de renouvellement, pour que si ce n'est pas valable, le salarié, après, il est considéré comme embauché définitivement en contrat de travail à durée indéterminée. Et dans ce cas-là, la rupture du contrat de travail n'est plus du tout libre et l'employeur sera condamné à verser des dommages et intérêts et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, ça peut avoir de grosses conséquences financières pour les employeurs. Merci. Alors, il y a une question. Si le salarié refuse le renouvellement de la période d'essai, l'employeur doit s'y soumettre obligatoirement? Non. S'il refuse pas, s'il refuse Le renouvellement? le renouvellement, après, l'employeur, il prend acte de ce refus. Si l'employeur estime que le renouvellement, parce que vraiment l'objet fondamental du renouvellement de la période d'essai, c'est juger les qualités professionnelles du salarié. Donc, s'il refuse le renouvellement, il a le droit. Après, à l'employeur de prendre acte de ce refus
est-ce que, dans ce cas-là, bon, on a pu juger des qualités professionnelles, pas de souci, il n'y a pas de renouvellement, et à l'échéance de la période d'essai, il sera donc embauché en CDI définitivement. Soit l'employeur dit, il ne veut pas renouveler la période d'essai, ok, pas de souci, mais je n'ai pas pu juger des qualités professionnelles du salarié, et donc je romps la période d'essai librement, et voilà. C'est pas une obligation pour le salarié d'accepter le renouvellement de la période d'essai. Merci. Est-ce qu'il y a une autre remarque ou observation ou question que vous souhaiteriez partager ici sur le renouvellement de la période d'essai? Eh bien, nous avançons. Alors, le dernier sujet aujourd'hui, c'est la vidéosurveillance et la preuve illicite. Dans un arrêt du 8 mars 2023, sur lesquels vous allez nous expliquer un petit peu plus quels étaient les faits. Oui. Alors, cet arrêt était encore... Enfin voilà, j'aime bien quand même les arrêts qui sont assez rigolos et qui permettent aussi de ramener... de rappeler pas mal de règles qui sont assez importantes. Et donc, dans cet arrêt, c'est un salarié chauffeur de bus qui a déposé plainte au commissariat après avoir constaté qu'il y avait eu un vol d'un bloc de tickets de bus dans son bus. Donc, pour les besoins de l'enquête, l'employeur a remis les enregistrements des caméras qui étaient présentes dans le bus à la police. Et à l'occasion du visionnage des enregistrements, la police a pu constater que le chauffeur de bus avait commis de nombreuses infractions au code de la route, notamment fumer des cigarettes au volant ou encore passer des appels en conduisant. Enfin, voilà. Donc, la police a décidé de dresser un procès-verbal d'infraction au salarié pour le verbaliser pour ses infractions au code de la route. Et la police a remis le PV d'infraction à l'employeur. En apprenant ces faits-là, l'employeur a alors décidé de licencier le salarié pour faute grave. Et le salarié a saisi le conseil de prud'homme en contestation de son licenciement au motif que la preuve des fautes qu'il avait commises avait été obtenue de façon déloyale et était une preuve illicite. Ça permet de rappeler brièvement les règles par rapport au système de contrôle de l'activité des salariés qui sont encadrés de façon très stricte, car notamment avec les nouvelles technologies, il peut y avoir des atteintes à la vie privée des salariés qui sont disproportionnées ou injustifiées. Et donc, on entend par là les systèmes de caméras de surveillance, de géolocalisation des véhicules professionnels, ou même les systèmes de badgeage. Il y a des procédures spécifiques à respecter pour, d'une part, les mettre en place, mais également après pour s'en prévaloir en tant que preuve, éventuellement pour prouver les fautes d'un salarié. Ainsi, si les systèmes de vidéosurveillance ne sont pas mis en place en conformité avec ces dispositions, les preuves qui seraient issues de ces dispositifs sont des preuves illicites et elles ne peuvent pas justifier une sanction ou un licenciement. Il y a quand même une exception qui est le droit fondamental à la preuve et qui peut être invoqué par l'employeur afin de pouvoir se prévaloir d'une telle preuve illicite qui porte atteinte à la vie privée du salarié, mais à condition uniquement que cette preuve soit véritablement indispensable à l'exercice de son droit et que l'atteinte soit proportionnée au but. Donc, pour revenir à l'arrêt et aux faits de l'espèce, en fait, la preuve obtenue par l'employeur donc de ces fautes qu'avait commis le salarié était parfaitement illicite et obtenue de façon déloyale, parce que dans un premier temps, la charte sur la vidéoprotection qui était en vigueur dans l'entreprise prévoyait expressément que la remise des enregistrements vidéo à la police n'était possible qu'en cas d'infraction ou de perturbation afférente à la sécurité des personnes. Et en l'espèce, c'était une infraction, un vol de ticket de bus. Donc, ça ne concernait pas la sécurité des personnes. Et donc, déjà, dans un premier temps, l'employeur ne pouvait pas remettre les enregistrements vidéo à la police. Dans un second temps, la police avait remis le procès-verbal d'infraction du chauffeur à l'employeur
alors qu'il est expressément interdit par le code pénal de transmettre un procès-verbal d'infraction à un tiers sans avoir obtenu l'autorisation du procureur de la République. Et enfin, la charte de vidéoprotection dans l'entreprise prévoyait également que l'employeur ne pourrait recourir au système de vidéosurveillance pour apporter la preuve d'une faute d'un salarié. Donc là, les juges ont clairement estimé que la preuve avait été obtenue de façon déloyale, même si ce n'était pas intentionnel pour l'employeur d'obtenir ce procès-verbal d'infraction, et que c'était également une preuve illicite. À hauteur de cour de cassation, l'employeur n'a pas compris l'arrêt de la cour d'appel et n'a pas compris qu'on rejette cette preuve, alors que c'était la seule preuve qui pouvait vraiment justifier la faute du salarié ayant fondé son licenciement. Et la cour de cassation a quand même confirmé l'arrêt rendu par la cour d'appel et considéré que le licenciement était bien sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait tout simplement pas invoqué devant les juges son droit à la preuve afin de justifier la production au débat de cette preuve illicite. Donc en fait, dans l'espèce, l'employeur aurait simplement, entre guillemets, dû devant les juges invoquer vraiment son droit à la preuve pour justifier qu'il produise une preuve illicite, et que du coup, les juges de la cour d'appel s'attardent sur cette preuve illicite et la prennent en compte pour vérifier après si le licenciement était bien fondé ou non. Alors, est-ce que vous avez des observations à faire sur la décision? Des observations à faire. Alors, il faut être très vigilant déjà quant à la mise en place justement des systèmes de surveillance de l'activité des salariés. Il faut également être vigilant si on s'en sert dans le cadre pour fonder une sanction d'un salarié. Et bon, si cette preuve est illicite, on peut quand même l'invoquer. Ça, voilà, comme je l'ai dit, c'est quand même le droit à la preuve, c'est un droit fondamental. Mais sur cette lignée, un autre arrêt de la Cour de cassation a été rendu le même jour, également sur une question de preuve illicite et de vidéosurveillance. Et en fait, dans les faits de l'espèce, c'était une salariée d'un bar à ongles qui avait été licenciée pour faute grave à la suite d'une enquête qui avait été menée en interne et qui avait révélé pas mal d'erreurs, d'irrégularités d'enregistrement, d'encaissement d'espèces, etc. Et à l'issue de cet audit, l'employeur avait visionné les caméras de surveillance afin de confirmer bel et bien que la salariée qu'il soupçonnait avait volé de l'argent dans la caisse. Ça a bien été affirmé, la salariée a été licenciée pour faute grave et elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'homme. L'employeur justifiait le licenciement de la salariée en produisant les enregistrements vidéo qui prouvaient bien qu'elle avait volé de l'argent et que c'était donc que le licenciement pour faute grave était bien justifié. Mais les preuves ont été considérées comme des preuves illicites par les juges parce que l'employeur n'avait pas respecté les formalités de mise en place et notamment d'information du salarié quant à ces vidéosurveillances, et elles ont été écartées des débats. Après, les juges de la Cour d'appel ont également considéré que ce n'était pas une preuve indispensable non plus pour l'exercice du droit à la preuve, parce que l'employeur, dans cette affaire-là, cet employeur-là avait pensé à invoquer son droit à la preuve. Il a dit, mais si, c'est mon droit à la preuve, c'est une preuve indispensable, vous ne pouvez pas écarter cette pièce, même si elle est illicite. Et les juges ont considéré qu'ils n'étaient pas indispensables parce que, en l'espèce, l'employeur avait mené une enquête, un audit interne, qui avait révélé que la salariée avait volé de l'argent dans la caisse, qu'il avait notamment mentionné dans la lettre de licenciement, que le licenciement était aussi fondé sur cet audit. Et donc, en fait, ça justifiait que la preuve illicite soit écartée parce qu'il y avait d'autres éléments qui pouvaient prouver que le licenciement était justifié. Mais bon, malheureusement, dans les faits de l'espèce, l'employeur n'avait pas produit
l'audit justement en question en justice. Et donc, les autres éléments qu'il produisait n'apportaient pas la preuve de la faute reprochée à la salariée et le licenciement a donc été considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à la mise en place, respecter les formalités pour la mise en place, respecter les procédures spécifiques et être vigilant quand on produit une preuve obtenue de façon déloyale et une preuve illicite afin qu'elle ne soit pas écartée devant les juges. Est-ce que vous pourriez juste repréciser brièvement ce qu'est la preuve illicite? Une preuve illicite, c'est une preuve qui est obtenue et qui porte atteinte en fait à la vie privée du salarié. C'est une atteinte à la vie privée et qui est pas proportionnée et pas justifiée. Le fait de, par exemple, prendre des éléments de preuve sur la page Facebook privée d'un salarié, c'est une preuve illicite. On ne peut pas s'en prévaloir normalement pour fonder un licenciement. Après, il reste à l'employeur, devant les juges, de justifier en quoi cette preuve illicite peut quand même être utilisée. Voilà, il y a des nuances. Ok, merci. Est-ce qu'il y a à ce stade des questions, dernières questions ou remarques que vous souhaiteriez partager sur un des sujets qui a été évoqué, sur le dernier? Ça a été clair pour tout le monde. Donc, nous avançons. Et en plus, ça tombe bien, puisque c'est justement le moment de la fin. Alors, merci beaucoup, Maître Fatay. On peut vous retrouver sur LinkedIn, Roman Fatay, tout simplement. Très clair et très intéressant. Voilà, vous avez fait le job. On peut vous retrouver par email qui est ici. Je vous enverrai le slide. Vous retrouverez les coordonnées de Maître Fatay que vous pourrez trouver ici aussi. Vous retrouverez cet échange en replay vidéo sur YouTube. En podcast également. Vous pouvez retrouver la suite des informations sur la page LinkedIn Droit Social Actu et sur les informations sur Nouveaux Médias, sur LinkedIn Nouveaux Médias tout simplement. Vous pouvez m'envoyer un email pour des remarques, des louanges aussi si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour, j'espère, avec vous, le prochain webinaire d'actualité qui aura lieu le jeudi 4 mai. Vous recevrez des invitations et vous verrez les posts passer. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Fatay, pour votre intervention. Merci à vous. Merci expertise. tout le monde. Et merci à vous d'avoir assisté à cet événement et je vous dis à très bientôt. Très belle journée. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.